En manchette, selon le comité organisateur de la Coupe Memorial, la mobilisation est la force de la candidature de Ville-Saguenay. Et 140 000 $ ont été remis aux organismes de la région qui viennent en aide aux proches aidants. Le Web Journal commence maintenant. Bonsoir et bienvenue au Web Journal de ce mardi 18 février 2014. Le directeur général du Canadien de Montréal et président d'honneur de la candidature de Saguenay pour l'obtention de la Coupe Memorial, Marc Bergevin, est d'avis que la Ville est prête à accueillir le tournoi en 2015. La mobilisation des citoyens a d'ailleurs laissé une bonne impression au comité de sélection de passage aujourd'hui. Maxime Tousignan, pourquoi la candidature de Saguenay doit-elle être prise au sérieux? Eh bien, Catherine, le comité de candidature de Saguenay aura misé sur ses forces en vue d'obtenir la Coupe Memorial en 2015. On parle ici de la proximité des différents services en vue, encore une fois, de la présentation du tournoi, de la solidité du comité de candidature et également des nombreux bénévoles dont dispose Ville-Saguenay lors de la présentation de grands événements. On n'aura qu'à penser aux Jeux du Québec l'an dernier. Donc, ce sont ces éléments qui font en sorte que pour Marc Bergevin, Saguenay est prêt à accueillir la Coupe Memorial en 2015, comme il nous l'a mentionné cet après-midi. Personnellement, oui, aucun problème avec ça. Il y a des choses qui vont améliorer, en fait, de l'aréna avec les accommodations, mais pour la ville, pour les hôtels, je pense, Chicoutimi, c'est le hockey au Saguenay. Qu'est-ce que le comité de sélection a retenu de sa visite? Eh bien, selon le président du comité de sélection, Paul Wilson, la solidité et également le professionnalisme du comité de candidature de Saguenay sera resté dans sa mémoire. D'ailleurs, toutes les activités de la journée étaient réglées au quart de tour et c'est certain que l'appui de la population, oui, envers le projet sont des éléments qui pèseront dans la balance. Le rassemblement de cet après-midi pourrait-il peser dans la décision du comité? Eh bien, comme l'a mentionné encore une fois Paul Wilson, il s'agit d'un tout. Il faut savoir qu'un peu plus de 2000 personnes étaient attendues cet après-midi à la zone portuaire de Chicoutimi. Les gens se sont présentés en grand nombre, en grande majorité des étudiants des écoles primaires. Toutefois, été très heureux du côté du comité de candidature. D'ailleurs, Roger Fradette, l'un des co-présidents du comité de candidature, était d'ailleurs très satisfait. Même chose du côté de l'ambassadeur Marc Denis, qui mentionne que ce projet rassembleur pourrait faire en sorte que le verdict qui tombera le 3 avril prochain pourrait être en faveur de Saguenay. Mobilisateur, pas le rêve fou de 2-3 individus, vraiment le projet d'une région en entier. Vraiment un marché typique pour moi de ce qu'est le hockey junior. Marc parlait de souvenirs inoubliables. En région, je pense que c'est plus vrai que jamais. Quand est-ce qu'on va connaître le verdict du comité de sélection? Comme je l'ai mentionné, ce sera le 3 avril prochain qu'on connaîtra le verdict. Merci, Maxime. Je vous en prie. La Sûreté municipale de Saguenay recherche Danny Brisson, qui est sous mandat d'arrestation pour des crimes violents. L'homme de 175 livres est chauve, il a les yeux bleus et arbore plusieurs tatouages. L'entrepreneur de Saint-Honoré, Roch Savard, a témoigné ce matin à la commission Charbonneau face à l'agent d'affaires de la FTQ Construction sur la Côte-Nord, Bernard Rambaud-Gauthier. M. Savard raconte avoir été approché par un groupe de représentants de la FTQ Construction alors qu'il travaillait sur un chantier de la Côte-Nord. On lui a reproché d'employer des travailleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sous la menace, Roch Savard a renvoyé les employés à la maison et a conclu une entente avec la FTQ Construction. Un montant de 140 000 $ a été versé aux organisateurs leur venant en aide aux aides naturelles pour la mise sur pied de 6 nouveaux projets. Ces initiatives permettront de mieux soutenir et de mieux outiller les proches aidants des aînés de la région. Marie-Lou Ringuette, parlez-nous de ces projets. En fait, Catherine, c'est l'organisme L'Appui qui a décidé de donner 140 000 $ à 3 organismes de la région pour qu'ils réalisent 6 projets différents. Donc, c'est la Société Alzheimer de la Saganie, le Service des aides familiales et les Amis des aînés de Normandin qui vont bénéficier ou qui ont déjà bénéficié de cet argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement avec cet argent-là? Ils vont organiser certains trucs pour les proches aidants. Donc, par exemple, organiser un groupe de soutien, faire des cafés-rencontres ou même faire des formations, et ce, toujours dans le but d'outiller et d'aider les proches aidants. Là-dessus, on va écouter la présidente de l'Appui, Marilyn Simard, et l'agente de liaison du service des aides familiales, Cathy Desgagnés. C'est des outillés qui puissent acquérir des trucs, des connaissances pour faciliter leur accompagnement
et de leur aînés et donc faciliter leur quotidien. J'aimerais que les personnes retiennent, c'est le mot plaisir. Plaisir à revenir, plaisir à participer. Et c'est un temps d'arrêt pour eux. Et pourquoi ces projets-là sont-ils importants pour les proches aidants? C'est très important et également pour les organismes parce que pour les organismes, c'est très difficile présentement de réussir à répondre aux besoins de tous les proches aidants. Donc présentement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a environ 40 000 proches aidants et c'est difficile pour les organismes côté financier. D'ailleurs, la Société de la Sagamie de l'Alzheimer nous expliquait que présentement, ils étaient en manque de ressources humaines, mais qu'avec ce nouveau financement, ils allaient pouvoir engager 2 nouvelles personnes qui allaient pouvoir mieux répondre et plus rapidement également aux besoins des proches aidants. Et en quoi les organismes pensent que ça va aider les proches aidants? Bien, en fait, ils pensent que ça va les aider beaucoup sur plusieurs points. Les 3 sont très enthousiastes et ils pensent surtout que ça va faciliter à ce que les proches aidants soient moins épuisés. En fait, là-dessus, on va écouter Cathy Desgagnés. Les personnes vont attendre d'être rendues au bout du rouleau qu'on appelle. Et le projet nous permet d'aller en précocité vraiment, d'arriver tôt pour prévenir justement l'épuisement. Merci beaucoup, Marie-Lou. Bien, ça me fait plaisir. Donc, un débat sévit autour de l'aménagement de nouvelles aires protégées par la Conférence régionale des élus. D'après l'industrie forestière, 3 000 emplois seraient touchés et 60 millions de dollars perdus. D'une autre part, les environnementalistes disent que l'impact serait énorme sur le caribou forestier. Mon collègue Simon Proulx s'est entretenu aujourd'hui avec un spécialiste, le biologiste au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, Claude Dussault. Alors, bonjour, M. Dussault. Bonjour. Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez sur le caribou forestier. Dernièrement, dans les journaux, le sujet a beaucoup été traité et vous dites que ça n'a pas toujours été bien traité. Pouvez-vous rétablir les faits? En fait, le point sur lequel on a accroché, c'est le fait qu'on dit, malgré l'exploitation forestière, la population de caribou forestier a doublé. Donc, la population de caribou forestier, il faut s'entendre, c'est quoi? Est-ce que c'est la population du Québec, ce qui n'est pas le cas? Parce que, dans le fond, l'inventaire qui a été réalisé, les commentaires qui ont été faits, c'est à partir d'un inventaire qui a été réalisé sur une portion du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc sur 25 finalement de l'aire d'application du plan. Donc, quand on fait un inventaire de caribou comme ça, c'est que ça s'applique uniquement à la zone qu'on l'a appliquée. Donc, on ne peut pas extrapoler sur l'ensemble du territoire, et surtout pas à l'ensemble du Québec. Donc, ça peut porter à interprétation ce qu'on a lu dans les titres des journaux. Okay. Par contre, quand on dit que les populations ont augmenté dans la zone inventoriée, il faut comprendre que dans le rapport, c'est qu'on avance différents éléments qui peuvent, des choses qu'on n'a pas pu valider, qu'on n'a pas pu confirmer, c'est qu'il y a pu y avoir des caribous qui sont venus de l'extérieur. Okay. Quel lien on peut faire entre la coupe forestière et le caribou forestier? Bien, en fait, les études montrent qu'au-delà d'un certain seuil de perturbation, les populations de caribou déclinent. Donc, nous, on se retrouve dans des zones de perturbation qui sont quand même assez élevées, choses qui ont été rapportées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que les taux de perturbation sont élevés qu'instantanément, les populations de caribou disparaissent. Donc, il peut y avoir un délai de 20 à 30 ans avant que les caribous finissent par disparaître dans ces milieux perturbés-là. Donc, en résumé, oui, le caribou peut évoluer en milieu perturbé, mais après un certain nombre d'années, 20-30 ans, les caribous disparaissent. Okay. Si l'activité forestière continue comme en ce moment, quel impact ça va avoir sur le caribou? Bien, en fait, dans la mesure où est-ce qu'on continue de cette façon-là, on parle toujours, dans le cas du caribou, qu'est-ce que ça l'occasionne? C'est que si on maintient les taux de perturbation tels qu'on les connaît, avec les connaissances que l'on a sur la dynamique de population du caribou, c'est que ces populations-là sont appelées à disparaître à long terme. OK. Dans le même article du Quotidien qui avait parlé du rapport d'inventaire, il avait été dit que le rapport de petits pour le nombre de femelles était de 10 petits pour 100 femelles, alors que les spécialistes disent que le mieux pour assurer la survie des hardes, c'est de 15 petits pour 100 femelles. À quel point c'est... Bon, déjà là, il y a une erreur. On ne parle pas de 10 petits par 100 femelles, chose qui a été effectivement, comme vous l'avez dit, qui a été rapportée. C'est 10 des jeunes dans la population. Donc, pour maintenir une population de caribou, ça prend 15 de jeunes dans la population. Et ce qu'on a mesuré, c'est 10 de jeunes dans la population. Donc, avec ce ratio-là, on ne peut pas maintenir des populations stables et on ne peut surtout pas doubler
comme ce qu'on prétend dans ce qui a été rapporté. Donc, il aurait fallu des taux de productivité pas mal plus élevés que 15 %. Ça aurait été au-dessus de 20 % pour pouvoir maintenir ça. Chose que dans des milieux perturbés, qu'on ne rencontre pas. D'où l'hypothèse que finalement, il y a eu un déplacement des caribous de certains secteurs vers le secteur où est-ce qu'on avait répertorié un grand nombre de caribous. Okay. Est-ce qu'on peut établir un lien entre le nombre d'individus dans une population et son état de santé? Bien, en fait, ce qu'il faut regarder, le nombre d'individus, c'est une chose, mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est la dynamique des populations. Quels sont les paramètres, entre autres, de la productivité? Ce qui fait qu'on peut maintenir des individus sur un territoire, c'est que les caribous vivent vieux. Ce sont des animaux qui peuvent vivre facilement 15 ans, 17 ans. Donc, oui, à ce moment-là, en vieillissant, les individus sont toujours là, mais s'ils ne produisent pas de petits, à un moment donné, il arrive un crash et tout s'effondre. Est-ce que la création d'aires protégées va permettre aux caribous forestiers va l'aider à survivre, bref? Ça dépend toujours de la superficie des aires protégées. Il faut comprendre qu'un caribou, son aire, ce qu'on appelle son domaine vital, l'aire sur laquelle il peut évoluer, ça va juste pour un individu, ça peut aller jusqu'à 1500 km². Pour un groupe de caribous en une harde, ça peut aller jusqu'à 3000, 5000 km². Donc, si on a une aire protégée, par exemple, de 200 km², bon, c'est une chose, mais c'est pas cette aire protégée-là qui va faire en sorte que ça va maintenir le caribou dans le paysage. Comment on fait comment on pourrait faire pour assurer la survie du caribou forestier? Bien, en fait, si on veut si on veut jumeler finalement le développement économique avec le caribou forestier, il faut tenir compte des taux de perturbation. Et les taux de perturbation, actuellement, ce que ça suggère, c'est que les taux de perturbation au-delà de 35 % ne permettent difficilement de maintien du caribou forestier. Donc, si on voulait avoir quelque chose qui puisse maintenir le caribou, il faudrait avoir des taux de perturbation qui ne dépassent pas 35 % en fonction des connaissances que l'on connaît aujourd'hui. Et les travailleurs forestiers proposent de relocaliser les aires protégées au nord de la limite nordique. Est-ce que c'est une solution possible, ça? Bien, en fait, c'est qu'on a des caribous au nord de la limite nordique, mais une bonne partie des caribous se retrouvent dans la partie aménagée. Donc, si on reporte les aires protégées au nord de la limite nordique, c'est un choix qui se fait. Mais par contre, ce n'est pas des territoires. Bien, en fait, ça va être bon pour les caribous qui sont au nord de la limite nordique. Mais au-dessus de la limite nordique, ça ne règle pas le problème. Quel impact ça aurait que le caribou forestier disparaisse? Bien, en fait, c'est une question de maintien de biodiversité. C'est de savoir est-ce que finalement, les espèces, ce qui, entre guillemets, ne profite pas directement à l'homme, doit disparaître. Donc, dans le fond, c'est un petit peu ça. C'est qu'on a des lois qui nous encadrent sur le développement de nos activités. Donc, le maintien de biodiversité. Donc, on perd un élément de biodiversité. Merci beaucoup, M. Dussault. C'était le temps que nous avions. Donc, c'était Claude Dussault, biologiste pour le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. De retour à vous, Catherine. Les médecins Sylvain Simard et Christian Lalancette ont plaidé non coupables aux 130 chefs d'accusation portés contre eux aujourd'hui. Entre janvier 2008 et février 2011, les accusés auraient omis de déclarer des factures pour des chirurgies esthétiques exécutées à leur clinique. Revenu Québec réclame 195 000 $ au docteur. Les deux hommes sont passibles d'une peine de 5 ans en prison et d'une amende de 200 000 $ s'ils sont reconnus coupables. Les mauvais jours des centres commerciaux de l'arrondissement de Jonquière seraient chose du passé. L'ouverture prochaine du centre d'appel Nordia et de la pizzeria Sorrento à la place Centre-Ville Jonquière et le déménagement du magasin Brico-Galerie revitaliseront les deux établissements. Voici le reportage de Nadia Lemieux. Le centre d'appel Nordia devrait être en service en mai ou juin prochain. À place Centre-Ville Jonquière, l'enthousiasme est palpable. C'est en effet au deuxième étage de l'établissement que les locaux régionaux de l'entreprise seront situés, sans oublier les 450 nouveaux employés qui fouleront le centre commercial chaque jour. C'est sûr qu'il y a beaucoup de fuites commerciales, on ne se le cachera pas, hein? Mais je pense qu'on peut revenir aussi à dire on va encourager notre ville avec tous ces emplois-là. J'imagine que les gens vont consommer plus en sortant de travailler. Alors, non, mais oui, c'est difficile avec Chicoutimi, il ne faut pas se le cacher. Autre bonne nouvelle pour l'administration de Place Centre-Ville Jonquière, la pizzeria Sorrento, qui n'a jusqu'à maintenant que pignon sur rue à Chicoutimi, ouvrira une deuxième franchise dans le centre commercial autour du 15 mars. L'entreprise de restauration pensait s'y installer depuis déjà 2 ans. On travaille aussi d'autres concepts de nouveaux magasins. Alors, on est vers l'avenir, on regarde que vers ça. Les commerces de Place Centre-Ville Jonquière ont accueilli la nouvelle de Nordia à bras ouverts, y voyant une belle occasion de ramener les gens dans le centre commercial. C'est une belle grosse compagnie, puis ils vont créer des emplois en partant, 450 emplois. C'est pas
j'ai pas rien. Ça va apporter des gens de l'extérieur aussi qui vont faire connaître la ville de Jonquière. Ça fait que ça va être bon pour nous, mais bon aussi pour bien des restaurants. Ces nouveaux commerces emboîtent le pas au magasin de meubles Brick, récemment installé dans une partie de l'ancien Zellers aux Galeries Jonquière, entraînant une revitalisation des centres commerciaux de l'arrondissement. La fin des travaux des locaux de Nordia est prévue pour fin mars et Place Centre-Ville Jonquière devrait voir les effets positifs de l'implantation de ce nouveau commerce très prochainement. C'était Nadia Lemieux, ATM Nouvelles, Saguenay. Le drapeau de la Fierté gay a retrouvé sa place devant l'hôtel de ville de Saguenay cet avant-midi. Son absence devant l'hôtel de ville de l'arrondissement de Chicoutimi avait semé tout un émoi plus tôt ce matin. Alors, Sabrina Malaison, pourquoi le drapeau avait-il disparu? En fait, hier en après-midi, certains citoyens ont souligné à la ville de Saguenay que le drapeau était endommagé, voire même déchiré, nous a expliqué Claude Paradis, le conseiller aux communications. On écoute ce qu'il a dit. Question d'esthétique, là, on a décidé de l'enlever et de remettre celui de la ville le temps d'en obtenir un neuf, correction qu'on a apporté ce matin à la situation. Mais alors, pourquoi l'absence du drapeau a semé autant d'émoi? Parce que la ville n'avait pas informé la population de l'absence du drapeau. Personne n'était au courant des raisons, ni même la plupart des conseillers. Jacques Fortin, le président de l'arrondissement de Chicoutimi, lui, croyait que c'était une erreur d'un employé de la ville de Saguenay qui pensait que les Jeux olympiques étaient terminés. Par ailleurs, nous-mêmes avons eu de la misère à obtenir l'information. Rappelons que le drapeau de la Fierté gay a été affiché dans la plupart des villes du Québec pour soutenir le mouvement de contestation contre le régime Poutine qui fait de l'oppression aux homosexuels. Est-ce que c'est le seul drapeau qui a disparu? Non, en fait, le drapeau qui était installé à la place de la Francité à Jonquière, lui aussi a disparu. Les faits ont été rapportés ce matin par quelques citoyens à la ville de Saguenay. Présentement, la ville est en attente de nouveaux drapeaux qu'ils installeront dans les prochains jours. Jusqu'à quand est-ce qu'on devrait voir les drapeaux flotter à Ville-Saguenay? Jusqu'à la fin des Olympiques, le 23 février prochain. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. Les étudiants en art de l'UQAC axent leurs expositions de fin d'études sur l'art-performance. Les 11 finissants du baccalauréat interdisciplinaire lancent le 12e festival des finissants en art qui se tiendra à partir de demain jusqu'au 28 février. Voici le reportage de Cassandre Forcier-Martin. C'est avec le comédien Julien Poulain comme porte-parole de ce 12e festival des finissants en art que les 11 artistes du baccalauréat interdisciplinaire en art de l'UQAC présentent leur projet de fin d'études. Le choix des étudiants s'est arrêté sur Julien Poulain, d'abord à cause de sa relation avec le public et ensuite pour son engagement sociopolitique qui devient une source d'inspiration pour ces artistes de la relève. Ça me touche, c'est sympathique. Alors, je vais essayer de, si jamais on brasse des idées ensemble, puis ça peut aider, parce que moi, j'ai reçu ça aussi dans un sens dans ma vie, dans ma jeunesse. Un acteur qui a passé... puis qui a dit quelques commentaires sur la carrière. C'était important pour moi. Le Festival des finissants en art a été fondé en 2002. Ce tremplin pour les finissants de l'UQAC présente à la communauté saguenayenne des projets sous différentes plateformes. Sculptures, estampes numériques et installations vidéo seront présentés dès demain à la galerie L'œuvre de l'autre de l'UQAC. Des courts-métrages seront également diffusés au Petit Théâtre de l'Université. Plusieurs installations sont également installées au Centre Bang de Chicoutimi. Et pour clôturer l'événement du 25 au 27 février, le théâtre de bar de la finissante Camille Perret sera présenté au Sous-Bois. Il y a une diversité énorme entre les projets. On a vraiment des gens qui sont très dans une démarche extrêmement performative. On a des gens qui sont dans une démarche qui est très... ou du moins qui se veut. Moi, je me sens plus dans une démarche proche du public, de l'in-situ. Le vernissage de l'événement se tiendra demain, mercredi le 19 février à 17h, ici même à la galerie L'œuvre de l'autre de l'UQAC. Cassandre Forcier-Martin, ATM Nouvelles, Saguenay. Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'associe au groupe Photomédia International pour réaliser le livre Zoom sur le Salon du livre pour souligner sa 50e édition prévue pour septembre prochain. Les œuvres de 25 écrivains originaires ou résidents de la région seront illustrées par des photos prises par 25 photographes professionnels de partout au monde. Le livre sera lancé en novembre 2014 pendant le Zoom Photo Festival Saguenay.
La patineuse courte-piste Valérie Maltais a profité du fait que l'attention n'était pas sur elle pour patiner à la hauteur de son talent. C'est ce que croit celui qui l'a entraîné pendant 9 ans au club de patinage F18 de la Baie, Luc Dufour, à la suite de son record olympique et de sa médaille d'argent obtenue ce matin. Mon collègue Nathan Mailloux-Brochu s'est justement entretenu avec M. Dufour un peu plus tôt. Bonjour, M. Dufour. Bonjour. Écoutez, votre ancienne athlète Valérie Maltais a remporté la médaille d'argent aux 3000 mètres ce matin en relais. Ça doit quand même agir en tant que bombe pour l'équipe canadienne présentement, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on a vu précédemment depuis les débuts des compétitions chez les filles et même les gars, ça met un baume sur l'équipe. Ça va décompresser parce que les attentes étaient très élevées. On parlait de 400 médailles pour l'équipe canadienne. Là, on parle de 2. C'est quand même une médaille d'équipe, mais compte pour une médaille. Fait que oui, ça va enlever un peu de pression aussi. Et individuellement, pour Valérie Maltais, ça représente quoi cette médaille d'argent, qui est quand même sa première médaille d'or sa première médaille dans l'histoire dans les Jeux olympiques? Oui, Valérie, écoute, ça représente beaucoup pour un athlète. Hein? C'est la concrétisation de beaucoup d'efforts, des années d'entraînement. Et c'est la récompense ultime d'un athlète. Parce qu'elle en a gagné en Coupe du Monde. Elle a déjà gagné des choses au niveau de la Coupe du Monde, championnat du monde. Mais tant que tu n'as pas gagné aux Olympiques, pour les gens, la communauté, on dirait que ce n'est pas encore un athlète connu. Puis ça les met sur la map. Ça représente beaucoup pour les carrières. Oui. Ils sont encore jeunes. Au niveau des commanditaires, au niveau des attentes, l'équipe canadienne subventionne, puis ils mettent de la grosse argent, ils s'attendent. Fait que oui, c'est important pour eux. Et ce matin, Valérie Maltais a établi un nouveau record olympique dans l'épreuve du 1000 mètres. Et ce qui est surprenant, c'est qu'elle a établi ce record dans la séance de qualification. Quels sont les avantages pour elle de tout donner à ce moment-là? Bien, sans avoir tout donné, pour elle, c'était de bien se positionner pour les vagues suivantes. La façon que fonctionne aussi, c'est qu'en qualification comme ça, tu vas avoir les positions et le temps va compter pour les courses suivantes, les qualifications, quart de finale, va servir les temps les plus rapides pour la position de départ. La meilleure va être le numéro 1 va être première avec le meilleur temps de la première vague, ainsi de suite. Ils vont être classés selon la position et le temps pour déterminer l'ordre de départ. Probablement qu'un de ses objectifs qui était véritablement commun avec l'équipe était d'obtenir une médaille, mais est-ce qu'elle tient vraiment à obtenir sa médaille à elle individuellement? Eh oui, on ne se cachera pas qu'une médaille individuelle et pour un athlète a une prestation, c'est quelque chose d'encore plus valorisant pour l'athlète. Une médaille d'équipe, c'est une chose, c'est beaucoup, mais une médaille individuelle, bien, c'est sûr que là, c'est l'effort de l'athlète qui est récompensé et toutes les attentes, on le voit, là, qui sont centralisées des fois sur un athlète, chacun. Et vous avez suivi Valérie pendant relativement sa jeunesse. Vous l'avez entraînée environ pendant 7 ans. Ça fait quoi de voir Valérie atteindre un tel niveau en ce moment? Bien, écoute, moi, j'ai été 9 ans avec Valérie au niveau de son développement, toute sa jeune carrière jusqu'à l'équipe nationale. Puis, écoute, de voir ça, puis tous les efforts qu'elle a fait, puis le temps qui a été consacré dans une jeune de même, c'est valorisant, puis c'est extraordinaire pour elle aussi. Puis pour nous autres, le club, les gens du club, ça représente beaucoup aussi pour les gens de la baie, les gens de la région, et la fierté aussi. Et quels sont les éléments qui font en sorte qu'en ce moment, aux Jeux olympiques, elle fait quand même relativement aussi bien, comparativement à peut-être avec elle? Oui, bien, je pense que la pression n'était pas sur elle. Elle était un peu connue, mais un peu méconnue, puis les attentes n'étaient pas centralisées sur Valérie Maltais plus qu'une autre. On voit qu'on s'attendait beaucoup de Charles Hamelin, on s'attendait beaucoup de Marianne étant médaillée d'argent de Vancouver, puis la porte était ouverte pour elle aux 500 mètres. Fait que ça y enlevait un peu de pression. Je pense qu'elle s'en mettait elle-même, mais de façon qu'elle pouvait plus se concentrer sur ses courses à elle, le 1000, le 1500 et le relais. Et on peut évaluer à combien de temps environ son travail pour atteindre justement ce niveau-là pour Valérie? Bien, Valérie, c'est un athlète en patin courte piste, c'est 10 à 15 ans d'ouvrage, de travail, de développement. Par semaine? Environ. Par semaine, eux sont à temps plein. On parle de 40 heures, 30 à 40 heures d'entraînement par semaine. Fait que diviser évidemment la musculation et tout ce qui va avec un athlète d'entraînement. Mais c'est temps plein pour eux, c'est temps plein pratiquement. L'année olympique sont vraiment temps plein. Ils vont même consacrer l'année pas d'école, rien. Ils vont se centrer sur l'entraînement. Et ça représente quoi, ces sacrifices-là, pour une athlète? Bien, c'est des jeunes qui ont sacrifié beaucoup les jeunesses. Quand on pense à ça, qui ont été dans les plus belles années d'adolescence, c'est des choix difficiles, c'est des sacrifices. Les voyages, la famille, les amis, les sorties, les régimes, souvent, puis l'entraînement qui demande énormément de temps. C'est vraiment centralisé. C'est un gros sacrifice, c'est un gros prix à payer. Et on a parlé de l'influence que ça allait avoir sur les gens de la baie.
Est-ce qu'elle sent qu'elle a le soutien des gens de la région présentement ou... Bien, c'est sûr que dans la petite communauté, on avait un petit rassemblement en fin de semaine. Les gens sont derrière elle. Samedi. Les gens du club local des F18 de la baie, écoute, ça représente énormément. Les petites filles et les jeunes de ce club-là, même partout dans la région, on voit l'effet de Marianne, qu'est-ce qu'elle avait eu chez les jeunes. Ça a toujours un effet par les années qu'on voit. Il y a un développement, il y a un taux d'inscription après les Olympiques de ces clubs-là, souvent, va être en augmentant. Oui, ça a un effet. Puis ça montre à des jeunes que le rêve olympique est accessible. Valérie a commencé à rêver de tout jeune, comme tout enfant qui font du sport. Puis là, on en voit une qui réussit, puis qui sort, puis qui, non seulement, ils font pas juste figurer, ils sont allés chercher les médailles au niveau international, puis aux Olympiques. Et vous avez parlé du rassemblement de samedi dernier. L'ambiance, comment qu'elle était? Quelles ont été les réactions des gens présents à cet endroit-là? C'est sûr que la première course s'est bien déroulée, puis les gens étaient hyper motivés, et ça crée l'ambiance, et les gens sont survoltés. Les gens ont des attentes. On l'espère toutes. On a tous des attentes de médailles. Fait que dans le fond, c'est sûr que quand après ça, ça n'a pas passé. Ils n'étaient pas déçus de ses performances. C'est parce qu'on focus beaucoup sur les médailles. Elle finit 6e au 1500. Les gens vont dire, ouais, elle était 6e. Mais c'est 6e au monde cette journée-là. Peut-être que la veille, elle aurait gagné ou une course, une vague différente, elle aurait peut-être été dans la finale. Fait que c'est beaucoup de circonstances et de choses à contrôler. Merci beaucoup, M. Dufour. Ça fait plaisir. J'étais avec l'ex-entraîneur de Valérie Maltais, Luc Dufour. De retour à vous, Catherine. Le Canadien Mark Riddle a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve 2001 de ski acrobatique aujourd'hui. Avec un score de 90,60 points, il s'est classé derrière l'Américain David Weiss, qui a obtenu 92 points. Le patineur de vitesse Charles Hamelin a été victime d'une chute lors des préliminaires du 500 mètres ce matin. Après être tombé en quart de finale du 1000 mètres samedi dernier, il s'agit de la deuxième chute de celui qu'on surnomme la locomotive de Sainte-Julie. Et écoutez-vous les Jeux olympiques? Notre journaliste Ariane Fizet-Miljour est allée interroger des gens sur la rue afin de savoir leur réponse à la question. Ariane, pouvez-vous nous faire part de leurs réponses? Bien sûr, les gens, je dirais, ont été assez aléatoires dans leurs réponses. Donc, on a eu les extrêmes. J'ai pas le temps du tout, je travaille, puis ça m'intéresse pas. Également, les gens qui ont dit, moi, je me couche tard tous les soirs, j'enregistre même pendant la nuit. Donc, ça a été assez intéressant d'écouter leurs réponses. D'ailleurs, je vous invite à les regarder. Oui. Assidûment? Non, parce qu'à cause du travail. Là. Pas vraiment, j'aime pas ça. Non? Moi, j'écoute La Voix. Les nouvelles. Là. Oui, les nouvelles, puis l'émission avec France Baudouin, très appréciée. Assidûment, oui, j'enregistre même la nuit. Pas vraiment. Et qu'est-ce que les répondants affectionnent particulièrement comme sport? On a eu également plusieurs réponses dans ce domaine-là, donc le patin de vitesse, le patin acrobatique, ski, planche à neige. Également, les gens ont beaucoup axé sur l'équipe Canada en hockey, puis en féminine et masculine. Donc, est-ce que les Olympiques, ça procure un sentiment de fierté canadienne chez les répondants? Les gens sont très fiers. Par contre, je dirais que de ce côté-là aussi, ça a été assez ambigu. Il y a des gens qui étaient emballés à l'idée qu'un jour, le Québec pourrait être une nation indépendante aux Jeux olympiques surtout. Puis d'autres disaient non, on est au Canada, donc on est vraiment fiers de notre pays. Je vous invite à avoir la réponse également. Les Jeux olympiques, on est tous Canadiens. Là. Il n'y a pas de Québec, il n'y a pas d'Alberta. Non, c'est ça, on est Canadiens. On n'est pas un pays, fait qu'il n'y aurait pas à avoir une nation du Québec, ça n'aurait pas rapport. On serait la seule nation au monde que c'est juste une province puis on aurait des athlètes. Mais oui, probablement qu'on gagnerait des médailles quand même, mais en même temps, on n'est pas un pays. On va avoir plus de médailles d'or puis de médailles d'argent, médailles de bronze au Québec. C'est une grosse question. C'est une grosse question. Oui, une grosse question. Québécois. Québécois all the way? Oui, all the way. Et en terminant, qu'est-ce que les gens ont dit par rapport aux athlètes qui sont originaires de la région? Peu importe si les gens regardent assidûment ou pas les Jeux olympiques, tout le monde a eu des beaux mots pour les athlètes de la région. Tout le monde est en arrière d'eux, très fiers d'eux. Donc, voilà leur réponse. On les encourage, on est fiers d'eux. Surtout, là, Charles Hamelin puis Marianne Saint-Gelais. Ouais. Le petit couple, là, hein? Aimé du Québec. Ouais. Bonne chance, même s'ils n'ont pas eu la médaille d'or, parce qu'à date, il y a eu un petit peu de déception de ce côté-là, pour eux de leur part. L'année prochaine. C'est bon. Non, pas l'an prochain, dans 4 ans. Dans 4 ans, c'est 4 ans. Merci beaucoup, Ariane. Ça fait plaisir. Et donc, du côté de la météo, le temps s'améliorerait au cours des prochaines heures. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, Catherine. Cette semaine, les températures iront en augmentant selon Environnement Canada. Ce soir, à Saguenay, il fera -8 avec quelques accumulations de neige. La température ressentie atteindra -11 degrés Celsius. Et pour cette nuit, il fera -15 et la température atteindra les -21 degrés Celsius. Je vous conseille donc de bien vous habiller chaudement.
Et par contre, demain, les températures seront au-dessus des normales de saison avec un beau moins 2 degrés Celsius avec une accumulation de 2 à 4 cm de neige. Les amateurs de glisse seront donc ravis de sortir demain. Je vous conseille d'en profiter parce que ce sera tout aussi beau aussi pour le lac Saint-Jean. Ce soir, en fait, il fait moins 11 avec 60 de probabilité d'averse de neige avec 2 à 4 cm. Et cette neige-là finira de tomber demain soir. Et demain, il fera aussi chaud avec un beau moins 2. C'était le Web Journal du 18 février. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. On se retrouve demain. Au revoir.